Trop vite pour être vrai. Bienvenue dans l'épisode 5 de votre saison 2 de How to Get Away with Bad Buzz. Ici, on va voir comment réagir un peu trop rapidement à un commentaire négatif peut être préjudiciable. Il faut savoir une chose, c'est que la première des choses qu'il faut mettre en place lorsque vous apercevez un commentaire négatif, c'est de garder votre sang-froid. Répondre sous la précipitation n'est jamais la meilleure des choses à faire. Il faut d'abord chercher à comprendre qui émet le commentaire négatif. C'est pour ça que des fois, on demande d'avoir un schéma de gouvernance. Qui doit prendre la parole lorsqu'il y a un bad buzz? Ça peut être 1. Votre directeur général, 2. Le chargé de communication, peut-être pourquoi pas même le community manager, mais ça doit être défini en amont. La deuxième des choses, c'est de savoir qui émet le commentaire négatif. Est-ce un ancien employé? Parce que oui, pour le coup, ça peut arriver que c'est un ancien employé avec lequel vous vous êtes mal séparé et qui veut vous faire payer sur la toile avec justement ce qu'il sait de vous en interne. Ça peut être un client mécontent, et généralement c'est souvent le cas, ou ça peut être un troll. Pour rappel, le troll a été défini dans l'épisode précédent. Vous allez avoir en détail des éléments précis là-dessus. Quand vous saurez maintenant qui est l'auteur du message, il faut comprendre le contexte. Parce que pour le coup, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou est-ce que c'est faux? Dans le cas où c'est vrai, il y a cette maxime que l'on connaît tous. Faut avouer à moitié pardonner. Donc, lorsque vous savez que le commentaire négatif est un élément véridique sur vous, admettez votre erreur. Présentez vos excuses. Ne cherchez pas à tourner en rond. Parce que le buzz n'est pas censé durer, du moins le bad buzz n'est pas censé durer. Comme vous savez, chaque jour, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers au Cameroun. Ça veut dire en réalité qu'au bout de 24 heures, techniquement, on doit passer à autre chose. Mais c'est votre façon de gérer votre bad buzz qui va allonger un peu plus la durée de celui-ci. Donc, en réalité, quand vous avez tort, il faut reconnaître votre erreur. Maintenant, dans le cas où c'est une rumeur, parce que pour le coup, c'est souvent des rumeurs et des fake news. Prenons le cas d'un monsieur qui a un magasin, un supermarché, et à 22h30, une information apparaît sur la toile disant que son magasin est en feu. Rappelez-vous que c'est souvent à ces heures-là en fait, qu'on a des informations en disant que tel endroit est en feu, parce qu'à 22h30, tout le monde est là chez lui, on n'a pas possible de sortir pour vérifier. Des fois, on montre une belle image trafiquée là avec l'IA. Bam! On dit que le magasin est en feu. Toi, maintenant, responsable du supermarché, tu commences à paniquer. Tu te dis, mais peut-être c'est vrai que mon magasin est en feu. Et puis, tu te rassures auprès des gens qui sont proches. On te dit que le magasin n'est pas en feu. Mais bon, vu que l'information est sensationnelle, ça fait le tour de la toile. Et dans la tête des gens, on a en tête que ton magasin est en feu. Du coup, ça fait une petite crise à ton niveau. Ce que tu peux faire ici, c'est te rendre sur les lieux le lendemain matin, vu que c'est autour de 22h que ça a apparu. Tu te mets devant ton magasin qui, pour le coup, n'est pas en feu ou qui n'a pas celui d'incendie. Tu prends la presse papier du jour et tu lances un live. Facebook, TikTok, Instagram, whatever. L'idée, en fait, est de pouvoir démontrer avec 2 faits précis, avec une vidéo en direct et le fait que tu tiennes en main la presse papier du jour pour montrer que cette vidéo a été tournée ce jour. Il n'y a pas d'erreur. Ce n'est même pas un live trafiqué parce que pour le coup, on peut trafiquer des lives, hein, ça existe. Mais l'idée derrière est vraiment de rassurer la clientèle et de pousser les gens à venir maintenant continuer à faire leurs courses. Donc, réagir trop rapidement peut paraître un peu mal calibré. Et du coup, les gens vont plus retenir votre première bourde. Parce que si vous commencez à répondre de manière hésitante lors de votre première prise de parole, lors d'un bad buzz, il se peut que les gens retiennent d'abord ça et viennent maintenant derrière appuyer le bad buzz sur votre réponse et non sur le bad buzz originel. Comprenez bien cet élément important dans la gestion d'une crise. Votre première prise de parole sera déterminante. Et il faudrait vous rassurer que si jamais c'est une vraie information sur vous, vous vous excusez et vous mettez en place un élément ou alors une méthodologie d'excuse et d'acceptation de cette crise qui est passée. Pas du rejet,
pas de l'oubli, mais de vivre avec. Et maintenant, derrière, c'est une fausse information, l'idée de rapidement rétablir la vérité. On peut même encore aller plus loin. Là, j'ai pris le cas juste d'une vidéo en direct. Si par exemple, on demande que votre produit a des éléments nocifs, vous pouvez organiser un voyage de presse dans votre usine et inviter quelques journalistes crédibles qui viendront et observer le processus de fabrication de votre produit agroalimentaire et pourront relater maintenant à leurs médias la vraie information. Ici, on peut aussi faire appel aux influenceurs, mais je pense qu'on a d'autres éléments ou d'autres plateformes où on peut vraiment parler du marketing d'influence. Mais oui, pour le coup, avoir les influenceurs et des créateurs de contenu en appui d'une gestion de crise est aussi important, mais pas dans la première prise de parole. Ça, c'est l'élément à retenir. Rendez-vous maintenant dans le prochain épisode pour avoir davantage d'éléments dans votre gestion et la prévention des bad buzz sur les réseaux sociaux.